J'ai bien lu ton document sur la montagne, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, j'ai aussi compris que ça t'était arrivé très jeune d'être emmené par ton père à la montagne, ensuite avec Chantal, et comment ça s'est passé avec tes enfants? Est-ce que tu pourrais me raconter le début de la montagne avec tes petits? Ah ben, les tout petits, par exemple, Joël est né en avril et en juin, il faisait son premier camping sieste à 14 heures dans une tente avec encore des plaques de neige autour de lui. Voilà. Mhm. J'ai une photo où il est en plein ciel, en train de faire comme voler comme un oiseau. En plein ciel. Ouais. Tu peux me préciser en plein ciel? Voilà, C'est-à-dire au bout de tes bras, c'est au ça? bout des bras. Oui. Tu me parlais de Joël et à quel moment tu l'as emmené avec toi réellement dans la neige? Eh bien, c'est l'hiver d'après. Mhm. Tu peux me raconter comment ça se Donc, passait? il avait donc pratiquement 1 an. Il était dans mon sac à dos en hiver, donc en janvier ou février. Et avec lui, donc, se tenant un peu avec les mains qui sortaient du sac, la tête. Le reste était dans le sac avec une doudoune. Et puis un petit siège que j'avais aménagé. Il était debout sur ses jambes en criant vas-y, vas-y, quoi. Enfin, pas avec ses paroles, quoi, puisqu'il ne parlait pas encore. Mais il manifestait, donc on a descendu un couloir qui faisait dans les 30-40 degrés, Mhm. en pleine poudreuse, et la neige volait de partout, et il était heureux comme un roi. Et toi? Moi aussi. Et ensuite, est-ce que tu l'as renouvelé avec tes enfants, tes autres enfants, Marielle et Alors, Dominique? disons que après, bon, eh bien, on a été à Marseille quand Marielle et Dominique sont nés. Mais on a fait après, donc là, on a fait surtout les calanques. On a fait, Joël a peut-être commencé sa première randonnée avec des bancs de Velcro autour des skis pour pouvoir monter. Et puis sinon, on s'est retrouvé à Mulhouse, donc en 78, où Dominique avait 1 an. Elle était donc à son tour dans le sac à dos. Marielle et Joël pour skier, Marielle skiant entre les skis de Chantal ou de moi. Et on a commencé à faire les grandes descentes, bon, dans les Vosges d'abord, bien sûr, mais surtout à Greenwald, en prenant le train qui monte à Jungfrau et en s'arrêtant à la dernière station de ski pour redescendre toute la piste qui nous a pris 2 demi-journées. La première, on l'a fait le matin, la seconde, l'après-midi. Et le voyage de remontée, ça a été le pique-nique au chaud dans le train. Voilà. D'accord. Et pourquoi la montagne était si importante pour toi et du coup pour ta famille? Eh bien, pour moi, disons que déjà, c'est parce que c'était la source d'un grand bonheur de gravir. Et puis, pour ma famille, c'était aussi pour moi la meilleure école de vie. Donc, tu peux me préciser, école de vie? École de vie, apprendre à maîtriser son corps, apprendre à maîtriser les risques, à oser en étant prudent, avoir le goût de l'effort et de la récompense après l'effort, même pendant l'effort. Et puis, disons, dans ma vie de citadin, c'était la grande ouverture à la nature. D'accord. Et ils ont adhéré assez facilement à tout ça? Eh ben, jusqu'à 12 ans, ils n'ont pas eu tellement le choix. C'était notre mode de vie. Donc, ça ne se discutait pas. Après 12 ans, Joël a continué complètement dans cette logique. À 14 ans, il a commencé à faire son premier couloir en ski, à bien 40 degrés, où j'étais plus inquiet que lui, parce qu'il skiait déjà fort bien. Par contre, les 2 fillettes, eh bien, ont choisi de ne plus faire de montagne jusqu'à 16 ans à peu près. D'accord. Et tu parlais de la mesure des risques. Est-ce que tu pourrais parler de la peur?
Parce que vu de mon canapé, quelqu'un qui me raconte des choses sur l'alpinisme et la grimpe, en tant que citadine, j'ai la notion de peur immédiate. Est-ce que toi, tu pourrais me parler en tant qu'alpiniste et grimpeur de cette peur? Donc la peur, pour moi, je ne la connais pas. Ce que je connais, c'est les inquiétudes, c'est-à-dire l'analyse des risques et la prise en compte des risques. Mhm. Bon, après, j'ai fait des erreurs. J'ai amené dans le sac à dos, dans les calanques, j'avais un petit sac à dos fait pour le portage des enfants. Mais je ne me suis jamais soucié de sa solidité. On l'avait acheté, il était bon, quoi. Et après, Donc une confiance, quoi. confiance un peu, disons, innocente. Voilà. Mhm. Sinon, j'ai eu aussi donc une aventure un peu inquiétante en grimpant en solo avec Marielle dans le dos. J'ai une pierre qui a lâché et donc j'ai fait un quart de tour avant de pouvoir revenir prendre une autre prise sur 2 pieds qui nous aurait fait faire une belle chute s'il y avait eu. Pourquoi c'était important pour toi de mettre Marielle dans un sac à dos en solo? Pourquoi Parce qu'on l'emmener? était partis ensemble avec Chantal, un ami, et son enfant, et je ne sais plus pourquoi, Joël et Dominique n'étaient pas là, ils devaient être gardés par les grands-parents. Et pour moi, c'était pas une question d'importance, c'était notre mode de vie. C'est comme de respirer, quoi. Voilà, exactement. On ne se posait pas la question du dimanche et des vacances, on savait qu'on allait à la montagne. Voilà. Ou dans les calanques. Ou dans les calanques. Est-ce que tu as des souvenirs particulièrement savoureux et croustillants sur la Bérarde, sur cet endroit qui est cher à ton cœur? Donc en 74, 75, oui 74, disons que au CAF de Marseille, les femmes ne grimpaient pas, elles restaient en bas. D'accord. Et ce n'était pas concevable dans notre façon de vivre, donc j'ai créé un groupe au CAF, j'ai créé un groupe familial, et assez vite j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées. Et donc, nous avons grimpé régulièrement chaque week-end dans les calanques. Et puis à la Bérarde, où nous sommes allés au moins les 3 premiers camps. Donc, on s'est installé un peu avant la Bérarde, dans une zone qui aujourd'hui est interdite à camping, au-dessus de la route. On montait 100 à 150 mètres au-dessus de la route, on posait les tentes. Et au-dessus, on avait, avec un long tuyau d'arrosage noir, on pouvait ramener l'eau au camp, parce qu'il y avait quand même pas mal de bébés. Et donc, les enfants ont campé un petit peu dans leur coin, nous dans le nôtre, et puis, sauf les bébés évidemment. Et puis, donc, le petit déjeuner, c'était servi par les parents qui étaient restés au camp pour la garde. Et toute la brochette d'enfants, il devait bien y en avoir une vingtaine, prenaient le petit déjeuner tous alignés avec leur bol. C'était assez rigolo. Voilà. Et la toilette? La toilette, c'était à la douche chauffée par le tuyau d'arrosage qui chauffait au soleil. Donc, ils avaient leur petite douche intégrée. Et quand tu penses à ces moments de jeunesse avec ces enfants-là, est-ce que tu penses que ton message sur la montagne est passé? Tu parlais de système d'éducation qui n'avait pas le choix. Est-ce que maintenant, ils ont gardé quelque chose en eux de leur personnalité? Disons que ça participe à leur autonomie. Ils ont été très, très autonomes par rapport à leurs copains du même âge et à chaque tranche d'âge. C'est-à-dire que tu l'as senti à quel âge, cette autonomie? Très vite. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'adolescence, 14 ans? Oui, voilà, 14 ans, 15 ans, ils allaient faire leur sport. Moi, j'étais contre la compétition, toute forme de compétition. Joël voulait faire du rugby, il y allait tout seul. Dominique voulait faire du tennis, il y allait toute seule avec son vélo, je ne m'en occupais pas. Mais tu étais content qu'ils fassent du sport, je suppose. Pas celui-là, mais c'était leur choix. C'était leur choix, donc tu as respecté leur choix. Est-ce que dans leur personnalité, donc, tu as senti que quelque chose, même en tant qu'adulte, avait été façonné par cette enfance pour moi, à la montagne? c'était exactement au cœur de ce que je souhaitais, c'est qu'ils soient adultes très, très tôt, responsables d'eux-mêmes et autonomes dans tous leurs choix de vie. Et maintenant?
Eh ben, c'est pareil, ça continue. D'accord. Et quant à tes petits-enfants, alors comment ça s'est passé pour eux et est-ce que tu as investi le chant de la montagne avec eux? Eh bien, disons que ça dépend de l'arrivée des petits-enfants, puisque ben, moi j'ai pris, donc en gros, il y a 15 ans entre Colline et Romane. Donc avec Colline, eh ben, il y a eu plein de petites balades. À 6-7 ans, elle a fait la Via Ferrata de la Morte. L'année d'après, ou non, c'est peut-être la même année, à 3 ans, Maëlo et Lou ont fait la même Via Ferrata avec en plus Dominique qui me donnait un coup de main, évidemment. Mais c'est une Via Ferrata pour les 8 ans, donc on a fait la partie évitant les parties raides du haut. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de balades. J'ai amené Maëlo, Jonathan et Lou, chacun en tête-à-tête, en balade, sur soit camper, soit aller dans un refuge, soit aller au lac Achard. Et puis après, est arrivé Toine. Alors à Toine, je n'avais plus la capacité de le porter sur le dos, ce qui a été pour moi c'était dommage, mais bon, il y a eu la Draisienne qui a remplacé. Et donc, Toine a découvert les sentiers de la Bérarde en Draisienne, attaché à un bout de corde pour la descente, pour qu'il n'aille pas tomber dans le torrent. Voilà. Et alors, cette idée de transmission du goût de la montagne, est-ce que tu crois que ça a marché chez tes petits-enfants? Ou est-ce que c'était simplement pour toi le moyen de partager des moments privilégiés en tête-à-tête, comme tu disais? Oui, disons que le principal, c'était de partager ces moments ensemble à l'âge où ils avaient envie de le faire, puisque chaque fois, ils ont été demandeurs. D'accord. Et tu penses que la nature est un vecteur de ce plaisir-là entre un grand-père et son petit-fils ou sa petite-fille? Ou est-ce que c'est l'initiation qui fait qu'on a du plaisir à être ensemble sur un apprentissage? Les enfants ont envie de grimper, donc tout ce qui a été grimpe, ça les a attirés. Maëlo était peut-être un petit peu plus froussard. Lou était plus agrandi, moins il était demandeur. Il était demandeur de grands espaces. Et puis il était passionné par la pêche. Donc on a passé un week-end sur un lac de l'Alpe d'Huez où il a pu pêcher. Des moments magnifiques, être en tête-à-tête comme ça. Sinon, après, eh bien, on a fait des balades jusqu'en en 2016, Et puis cet été. en 2018, cet été, en 2021. Donc, à ski de randonnée, en raquette, non, mais en ski de randonnée, ski nordique avec Maëlo. Là, il était un peu plus jeune. Avec Maëlo, j'ai fait du vélo. On a fait Tulin-Grenoble à vélo avec Maëlo et Lou. Et Lou est venu me heurter le vélo, donc on est tombés tous les deux. Je me suis fait mal à la cheville. Et le temps qu'on reparte en route, Maëlo était parti très très loin devant. Il nous a bien fallu un quart d'heure pour le retrouver. Il nous attendait sagement à un carrefour sur la piste cyclable. Et alors, est-ce que tu as l'impression que cette double vie, montagne et vie professionnelle, pouvait s'accorder? Est-ce que l'un a servi l'autre? Ah, entièrement. Est-ce que l'une a servi l'autre? Entièrement. Pendant les 10 premières années, dans les boîtes françaises, je n'avais pas le droit professionnellement de parler de montagne, de haute montagne, sans être disqualifié dans mon job. Mais à partir du moment où je suis arrivé à HP, faire la montagne était plutôt bien vu.
pas mon chef direct, mais un responsable de la qualité avec qui j'ai vite noué relation. On a pratiqué du ski de randonnée ensemble, on a pratiqué de la montagne. J'ai fait de l'escalade avec enfin, une personne qui deviendra mon chef un peu après. Mais par contre, c'était des jeunes qui n'avaient pas trop le sens de la prudence, donc j'ai finalement assez vite arrêté de pratiquer avec eux. Quand tu parles de prudence, est-ce que la montagne signifie toujours être préparé, anticiper, avoir une connaissance technique? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on a de l'improvisation et de l'intuition sur des situations un peu complexes? Ou est-ce qu'on se fie à ce qu'on sait ou est-ce qu'on est aussi en prise avec la réalité de la nature? Disons que quand on part en gros, hein, quand on part en course, quand on quitte la voiture, on a 30% de la préparation et de la maîtrise des risques. Ouais, ce qui veut dire? Qui a 70%, on va découvrir en cheminant. D'accord. Alors pour moi, déjà, j'ai beaucoup pratiqué la montagne jusqu'à 30-33 ans, pratiquement jamais avec un topo, c'est-à-dire que même en faisant des voies qui avaient déjà été ouvertes, je me fiais à mon instinct pour pouvoir retrouver la voie. Et c'était le plaisir, un des grands plaisirs que j'ai eu de grimper. C'est-à-dire on pourrait l'associer à l'inconnu. Oui, être face à l'inconnu, à l'incertitude et trouver le bon chemin, avec toujours cette sécurité de dire je ne montre que ce que je peux redescendre. À l'époque, la notion d'assurance était très, très illusoire dans le sens où on pouvait faire des longueurs de 10-15 mètres sans aucun point d'assurance, y compris jusqu'à un niveau de 5 sup. D'accord. Et pourquoi il n'y avait pas cette notion d'assurance? Parce qu'on avait Est-ce qu'il y avait une autre notion qui était plus importante que l'assurance? C'est-à-dire on était lié à un matériel qui n'était pas pratique d'emploi, il fallait planter des clous. C'est pas tout le temps qu'on peut en planter. Dans les dalles compactes de calcaire ou dans les dalles de granit, eh bien, il n'y a pas de clous. Alors, quand sont arrivés les coinceurs, on a augmenté notre marge de sécurité, puisque dès qu'il y avait une fissure, on pouvait facilement se protéger. Et les coinceurs étant beaucoup plus faciles à mettre et à enlever que des clous, eh bien, on en posait plus facilement. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu étais justement sans assurance sur 10-15 mètres en disant je cherche une fissure pour planter mon clou? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête? Eh bien, il y a toujours un combat. Le plus que j'ai vécu, c'était une expérience, c'est pas en escalade, mais en glace, à la montée de, comment ça s'appelle, le Chardonnay, par une arête nord-est. À la fin, il y a un grand couloir qui doit faire 2 longueurs de glace, 45, 50 degrés peut-être, mais qui était en glace vraiment très très dure, donc je ne pouvais pas planter mes crampons beaucoup, j'étais juste sur les 2 pointes avant. Et comme il y avait déjà eu plusieurs centaines de mètres d'escalade et de glace, je commençais à avoir les mollets qui chauffaient. Et j'avais donc 2 broches à glace, une pour faire le relais à l'arrivée de la longueur et une intermédiaire. Et j'ai eu à choisir entre planter cette broche intermédiaire et prendre le risque de prendre une crampe par un arrêt trop prolongé à la pause, ou alors de dire, eh bien, je gagne un arrêt prolongé et cet arrêt prolongé, je le ferai pour installer le relais. Et donc, j'ai pris ce risque-là. Voilà ce qui peut se passer comme débat dans la tête. J'assure ou je progresse. Et est-ce qu'on pense à la chute? La chute, c'est pas une pensée intéressante, elle est nuisible. Ce qu'il faut penser, c'est comment je progresse en sécurité. Quel est mon maximum de sécurité, avec ou sans le clou? Donc, on ne peut pas parler ni de peur, ni de panique. Inquiétude, voilà. Inquiétude. Inquiétude, vigilance. Par exemple, à la Meige, face sud directe de la Meige, à 150 mètres du sommet, je découvre que l'orage va nous tomber dessus.
j'ai arrêté d'assurer et on est monté à corde tendue dans un niveau qui est du 4 à peu près, pour arriver au sommet et faire le rappel avant que l'orage se déclenche. Donc là, toujours la notion d'anticipation. Anticipation et choisir le type de risque que l'on prend. Est-ce qu'on peut parler aussi de notion de vie et de mort, ou est-ce que c'est trop lyrique ce que je te demande? Vivre en montagne, c'est la vie, quoi. Voilà. Et il y a des risques, c'est évident. Mais il y a plein de risques dans la vie. Et ça, tu l'as appliqué à ta vie civile, si tu peux dire. Tout le temps, oui. C'est-à-dire la notion de risque, Mhm. l'acceptation de l'incertitude et l'adaptation à cet inconnu qui est en train d'arriver. Voilà. Et la première transfert que j'ai fait vraiment officiel de ma pratique de l'alpinisme, c'est quand j'ai créé un projet Visi-Risque à Hewlett-Packard pour visualiser les risques globaux de la division dans laquelle je travaillais. Les managers n'avaient pas du tout cette vision-là. Donc, une intrication de cette vie d'alpiniste et de dans vie mon métier, professionnelle. Tu as transposé. J'ai transposé, j'ai amené beaucoup de connaissances de l'alpinisme dans le management de l'incertitude, le management de l'innovation. Et vice-versa, j'ai appris, parce que j'ai toujours été en formation, j'ai appris de l'aviation, de mon beau-frère pilote chez Air France, toutes les techniques de sensibilisation des pilotes aux risques, aux facteurs psychologiques de risque, le besoin d'être aimé, l'effet de groupe, le trop de sûreté en soi, de confiance en soi, l'obstination sur un but. Donc, tu m'as parlé aussi que tu accompagnais au CAF, tu accompagnais des groupes. Donc, tu pourrais me parler un peu justement de cette expérience pédagogique avec les groupes de gens qui ont pu monter avec toi, justement cet aspect psychologique du chef et de la consistance, de la cohérence même d'un groupe. Alors, disons déjà, au point de vue pratique, j'ai toujours pratiqué l'alpinisme, soit avec des débutants, soit avec des femmes, parce que les hommes en tête, le cordée réversible qui se faisait, ne me convenait pas en termes de prise de risque. Avec 3 enfants, il fallait que je maîtrise au mieux les risques, donc je ne pouvais pas faire confiance à des personnes qui étaient trop, je dirais, trop téméraires, voilà, audacieuses. Donc, constamment, j'ai été dans le modèle de Rébuffat, le guide qui va devant, jusqu'en 2000, 2002, 2003, où j'ai commencé à construire des modules de formation pour le club, pour, sur une année, prendre un groupe et avec une vingtaine de sorties, dont 2 ou 3 week-ends de 3-4 jours, transmettre ce que je savais sous forme d'un principe, c'est-à-dire développer l'autonomie de la pratique en montagne. Et tu pourrais préciser, enfin, je sais que tu es parti en Suisse, tu as fait des grandes voies avec quelquefois des problèmes de mauvais temps. Tu pourrais préciser ce qui se passe quand justement tu as des soucis au niveau de l'incertitude météo, quand il y a un groupe qui renacle un peu à être sous tes consignes. On pourrait te dire ce qui se passe en toi à ce moment-là. D'abord, quand j'ai commencé l'alpinisme, en 68, j'ai été diplômé comme initiateur d'alpiniste bénévole au club alpin. Cette formation était une formation d'été. Et je me suis retrouvé très vite à Strasbourg, responsable d'un groupe, le GUMS, dans lequel j'ai dû faire à la fois l'encadrement l'été, mais aussi l'hiver en ski. Et je n'avais aucune compétence en termes de montagne d'hiver. Donc, il a fallu que je découvre. Et on est allé en montagne chaque mois de l'année, quoi. Que ce soit en décembre, en novembre, en février, etc.
Et j'ai découvert donc, et fait découvrir des glaciers qui n'étaient pas encore couverts de neige, avec des grandes crevasses ouvertes, béantes. On a pris les mauvais temps, on a été bloqué dans les refuges, etc. Ça, c'était la première phase. Alors, la deuxième phase, c'est quand j'ai commencé à avoir des outils beaucoup plus sérieux, comme la méthode Munter pour réduire les risques de pratique en avalanche de plaques. Là, j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à structurer ma formation et à pouvoir donner quelque chose qui soit factuel et je dirais critiquable, donc qui avait du poids. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait être, entre guillemets, expert et pouvoir donner des consignes qui soient répétables, répétitives. Mais est-ce que tu pourrais me parler d'un peu plus près de la relation psychologique à un groupe quand vous êtes en difficulté? Comment est-ce qu'on reste maître de la situation sans transpirer ou l'émotion ou l'inquiétude et pouvoir continuer à être celui qui emmène? Disons que déjà, quand on a un groupe en responsabilité, on ne s'occupe pas trop de soi, on s'occupe du groupe. Ensuite, il y a la notion de risque. Donc, j'ai donc défini une échelle à 3 niveaux. C'est soit il n'y a pas de risque, donc je suis en vigilance, je peux être derrière. Les gens qui vont devant moi prennent leur initiative et prennent leur décision pour aller à tel endroit ou tel endroit, puis je commente, etc. Mais je suis derrière. Ensuite, il y a la situation pré-accidentelle, c'est-à-dire que la menace se précise, risque d'orage, risque d'avalanche, etc. Mais on est encore en sécurité au moment où on part. Donc, souvent, comme ce sont des formations, je dois révéler la nature des risques à venir. Il y a deux profils, il y a ceux qui ont peur, qui s'inquiètent, puis il y a ceux qui ne s'en soucient pas. Bon, les autres sont ceux qui sont apprenants, mais les deux premiers facteurs, soit j'ai peur, soit c'est pas fondé, m'amènent à jouer, c'est un peu stratégique, c'est que les décisions que je veux prendre, je vais les faire à un moment où eux-mêmes vont être amenés à suivre mes décisions, parce que ne pas les suivre augmenterait le niveau de fatigue. Alors, si j'ai à choisir entre le chemin A et le chemin B, ce n'est pas au moment où je vais avoir ce choix que je vais faire la pause, mais ça sera quand j'aurai décidé. Et si je prends sur le point B, eh bien, ça sera plus haut que le changement de direction, de telle manière que s'il y en a qui voulaient passer de l'autre côté, mais il faudrait d'abord redescendre pour remonter. Donc, une incitation tactique pour pouvoir ne pas être remis en cause. Ensuite, quand le troisième niveau de risque, c'est le risque est avéré, c'est-à-dire qu'on est dedans, ben on est dans le mauvais temps, on a à prendre un autre type de réflexion, c'est ne pas avoir de suraccident, de surincident. Donc, par exemple, dès qu'on est en risque avéré, les gens qui ont peur veulent fuir et donc veulent descendre. Ce n'est pas forcément le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui qui va nous permettre de rester en sécurité. Et là, eh bien, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de constatation, c'est j'impose. Et en général, ça s'est toujours bien passé. D'accord. Pour en revenir à ces grandes randonnées en montagne, est-ce qu'on pourrait maintenant aborder l'aspect esthétique de ce que tu ressens en montagne le jour, le matin, la nuit? Je suppose que tu as fait des camps de neige, tu as campé sous la neige, qui pour nous, citadins, est quelque chose
héroïques, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais nous parler des nuits, des randos neige avec ces nuits sous la tente? Alors, la nuit, disons, surtout en raid de ski, par exemple, en un premier beau raid dans les Cerces, on a campé avec Chantal à 3000 mètres, soleil couchant, face aux écrans, donc qui étaient assez loin, hein, mais qui étaient dans notre ligne de mire. Et on a installé la tente. C'est la première fois que je construisais ma maison. On a entouré la tente de blocs de glace pour, si jamais le mauvais temps se levait plus tôt que prévu, en soit protégé. Et c'est un souvenir inoubliable de construire son abri, de faire chauffer sa soupe et en même temps d'être face à ce paysage sublime. Alors après, il y a eu d'autres situations où le mauvais temps nous a obligés de bivouaquer. Quand je pense au Pelvoux, là où on est resté une après-midi et toute une nuit jusqu'à 5 heures du matin sous les chutes de neige et des orages, eh bien on était assis sur un petit balconnet, une vire de 30 cm de large et de 1 mètre de long. Et il fallait dégager la neige dans le dos pour pouvoir rester assis sans être éjecté dans le vide, mais on était attaché. Et c'était plutôt, comment dire, un bon belvédère avec son et musique, son et lumière, je dirais, comme spectacle. Voilà. Alors, je ne dirais pas qu'on dort. On dort un petit peu, on se repose surtout. Dans les 2 bivouacs que j'ai fait à la Mèche et à la Redescente, on est resté en attente du jour. Et en gros, je me suis toujours arrêté de grimper après 20 heures de course. Ouais. J'étais obligé de bivouaquer. D'accord, quand même 20 heures. Voilà. Sachant que la journée fait 24, c'est ça. Voilà. Et est-ce que tu pourrais parler du froid la nuit? Alors, du froid le jour? Le froid, disons que le froid, c'est relatif. D'abord, il y a un moment où il fait très froid, c'est juste un petit peu après que le soleil se lève. Il y a un vent à ce moment-là qui nous glace. Mais on sait que ça va passer. Donc, alors sinon, après, j'ai eu souvent des personnes qui ont eu très froid à côté de moi. Et le fait d'avoir à les prendre en charge a fait que tout de suite, moi, le froid est parti. Et le froid partant, s'aggravait le froid chez mes compagnons. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. En hiver, en décembre, j'ai 2 copains qui ont, dans le Grimsel, qui ont vraiment, je dirais, pris glace sur place. Et quand je me suis retourné, je me suis dit, bon, non, là, il faut arrêter. On n'a pas pris le temps d'enlever les pots. On est redescendu. Et je crois qu'ils avaient pris glace parce qu'ils avaient paniqué sur un glacier qu'ils imaginaient serein et qui était couvert de glace. Et avec un vent un peu pénible qui est le fun, qui est un vent qui apporte un peu l'angoisse pour ceux qui sont craintifs. Alors pour moi qui suis béotienne, pris glace, ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire que la glace se posait sur leur visage, sur leur peau, et qu'ils n'avaient plus l'effort pour enlever paralysant. ça. Voilà, paralysant. Et ça peut amener à la mort? Je ne pense pas. On était là dans des situations où il ne faisait pas très froid, il devait faire moins 10, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Mais on voit très vite que c'est le moral qui décide. Tu veux dire que le moral de celui qui est en train de se geler, oui, le fait se geler. Le fait se geler. Parce qu'il ne prend pas les gestes opportuns pour se dégardir, se dégourdir, se remettre en route, etc. Et toujours pour ce rapport à la montagne, à la nature, est-ce que ça t'a amené à une forme de spiritualité? Est-ce que ça t'a amené à une forme oui, de spiritualité, ou même dire d'être relié à quelque chose de supérieur à toi, de plus grand que soi? La spiritualité n'a rien à voir d'être relié à supérieur.
Je suis vivant dans un milieu qui est hostile et qui est beau. J'ai une fois ressenti de manière très forte le fait que j'avançais très lentement en faisant une trace importante au col de Malrif, dans le Guéra, et le vent faisait courir au-dessus du col, mais peut-être à 100 mètres au-dessus de nous, toute une bande de nuages qui allait très vite, et j'avais l'impression que le vivant, c'était les nuages, et que je faisais partie de la montagne. Sinon, en spiritualité, la spiritualité, c'est quel sens je donne à ma vie. La montagne était la réponse. Une des réponses. Donc, tu n'as jamais spécialement éprouvé ce plus grand que soi. Et La toi, nature. En tant qu'infiniment petit, tu parlais de monde hostile. Oui. Donc, c'est le premier mot que tu as dit, le monde hostile, oui. mais beau. Mais beau, il y a les deux. Donc, est-ce que tu pourrais préciser cette hostilité par rapport à l'homme que tu es, enfin, à l'espèce humaine? L'hostilité, c'est que face à des avalanches, face à des rochers qui s'écroulent, face à des... il y a de l'incertitude. Face à l'orage, ce qui est peut-être le plus gros danger pour moi, c'est l'orage sur une arête. Eh bien, où on n'a pas beaucoup de possibilités de se protéger. Eh bien oui, il faut accepter ce risque. Et après, il y a l'autre risque, c'est la faute technique ou l'erreur, la chute. Donc j'ai fait quand même 2 chutes en ski de couloir, une de 300 mètres et une de 100 mètres. Je m'en suis bien sorti dans les deux cas. Ça ne m'a pas fait changer d'un iota ma volonté de faire du ski en couloir. Et quand tu parlais quand je te demandais la question sur la spiritualité, ça donne un sens à ta vie. Tu dis que la montagne a donné un sens à ta vie. Oui. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur l'idée de... Donc, on a vu la nuit, on a vu le jour. Est-ce que tu pourrais peut-être parler... je ne sais pas. On a parlé du froid, de la nuit. Est-ce que tu pourrais parler... On a parlé du petit matin. Est-ce que tu pourrais parler des étoiles, par exemple? Non, les étoiles... Un ciel pur, comme on l'imagine, sans pollution. Disons que la première fois quand même j'ai découvert les étoiles, j'étais très très jeune, je devais être en 5e, quand j'ai passé une nuit en bivouac, donc uniquement avec du duvet, avec un copain scout dans le Luberon. C'est là que j'ai pu à la fois découvert la sensation du froid du Mistral et d'un ciel absolument pur, les étoiles. Sinon, effectivement, j'ai beaucoup grimpé de nuit pour arriver au pied des bois, dans les marches d'approche avec ciel étoilé, puis surtout l'absence de frontale pour y voir clair, parce que la nuit ne fait jamais nuit, en fait, sauf quand il y a des nuages. Tu veux dire que la neige reflète suffisamment? La neige ou les étoiles sur les rochers. Je me suis fait des fois avoir, puisque j'ai suivi des traces sur les éboulis qui étaient en fait des marques de lichen sur le rocher. Et en redescendant, tous les rochers en avaient. Alors je suivais dans ma tête un itinéraire et que cet itinéraire allait bien avec les traces que je voyais sur les rochers. Pour revenir au rocher, est-ce que cette vision de près, je suppose, de la paroi quand on grimpe, la sensation des aspérités, des fissures, la texture de la roche, peut-être les végétaux, tu pourrais nous parler de ce contact? Alors, en fait, quand on est face dans une dalle au rocher, les yeux ne voient pas grand-chose. Et j'ai appris à visualiser mentalement ce que mes doigts et mes pieds me disaient de la dalle. C'est-à-dire que ne voyant ni mes mains ni mes pieds, surtout quand il y a de l'adhérence, eh bien, le paysage, je le recrée mentalement et je me vois grimper dans cette dalle. Et quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est quand j'ai commencé à grimper de nuit, et même grimper de nuit en solo, dans les calanques, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de prise de par la nuit que quand il faisait jour. Parce que, en fait, on était libéré de la notion de vide
et on grimpait en solo, un peu comme dans du cocon. Un cocon bien protecteur, la nuit protecteur, comme le brouillard peut l'être. Et est-ce que quand tu étais jeune et que tu grimpais dans les calanques, est-ce que tes parents, ou ton père ou ta mère te savaient dans des situations un peu délicates? Ma mère n'en savait rien du tout. Mon père, eh bien, je le voyais bien des fois. Je me souviens d'un départ à 5 heures du matin où il a fermé la porte. Il était blanc, moi aussi, parce que je savais où j'allais. Et lui, il se doutait que j'allais quelque part. C'était Mais pas facile. il n'a jamais entravé Ah non, ni jamais. réfréné quelque chose Non. de ça. Mais je lui ai aussi beaucoup raconté l'histoire. C'est-à-dire que tu lui mentais? Voilà, je lui disais même quand je l'amenais grimper que là où il passait, c'était pas du 5, mais du 4. D'accord, Et trouver le 4 devenait de plus en plus dur. d'accord. Donc tu t'amusais à une petite stratégie, une petite Voilà, manipulation sympathique pour ne pas le priver de ce qui lui plaisait et toi voilà, ne pas le priver de ce qui te plaisait en somme. voilà. Donc on en était aux calanques. Et avant on en était à Sinon, tu parlais aussi des des parois, voilà, des des parois. Oui. émotions ressenties. Par exemple, dans la falaise de Presles, dans la paroi de Coranche, dans le Vercors Ouest, cette magnifique paroi, elle fait 250 mètres de haut. Alors, j'ai fait plusieurs voies dedans, mais surtout deux qui m'ont beaucoup marqué. Donc, la voie des pluies, la plus classique, c'est une voie où il n'y a pas de grosses difficultés. Et quand on grimpe, on part assez tôt parce que sinon, après, il y a le soleil qui tape. Et chaque longueur, on met à peu près 20 minutes pour grimper, plus le temps d'installer le relais. Donc, je reste sur le relais à peu près 20 minutes avant d'attendre que le second arrive. Et il y a plusieurs types d'émotions. D'abord, on sent exactement ce que fait le second au bout de la corde. La corde dit tout de ce qui se passe en dessous. Donc, c'est une forte attention. Et en même temps, une espèce de demi-somnolence dans un paysage qui est fabuleux. Il y a tout le Royan qui est au pied, à des kilomètres devant, et avec des brumes matinales, alors que nous, on a le soleil qui commence juste à chauffer la paroi. Alors, c'est vrai qu'au printemps, il y a toujours cette petite appréhension quand on pose les mains sur les billes en particulier, de faire la rencontre avec une vipère, mais je n'en ai jamais rencontré. Mais voilà, donc ça, c'est une émission très, très forte. Et puis, quand le second arrive, qui était d'ailleurs le plus souvent une seconde, eh bien, on a un moment d'intimité, un moment où on se passe les mousquetons, où on s'attache, on s'assure que tout va bien, et puis on repart. Je repars dans la longueur qui suit et on ne se voit plus. Donc là aussi, c'est la corde qui nous lie, qui dit ce qu'il faut faire, s'il y a du mou, s'il faut reprendre le mou, etc. Si je comprends bien, ce sont deux solitudes qui sont reliées. Ah ben, on n'est pas, voilà, on est vraiment deux solitudes, mais reliées par cette corde qui véhicule beaucoup de messages. Et Sauf quand il y a du vent. On est dans le silence, on se parle cette ascension, très peu. Très peu. Donc cette sensation de la corde au relais, qui peut donner un code, peut-être même avec ce qui va bien et ce qui ne va pas. Oui, il y a des codes de type on tire 2 fois la corde pour dire c'est prêt, tu peux monter. D'accord. Parce que dès qu'il y a du vent, on ne s'entend plus. Et alors, est-ce qu'il t'est arrivé de faire de belles rencontres animales avec des oiseaux géants, des animaux, alors peut-être pas en alpinisme, mais peut-être en escalade, des animaux qui se sont mis en travers de ton chemin? Est-ce que tu as eu de beaux souvenirs de cette faune qui vit très, très en altitude et qu'on croise rarement dans les villages? Alors, j'ai pris quelques exemples là, dans ma tête qui reviennent. En faisant la descente de la Sainte-Victoire, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Mon père est allé chercher la voiture, il m'a laissé à la route. Et le temps qu'il aille chercher la voiture et qu'il revienne, il y avait un aigle qui tournait autour de moi, qui me terrorisait quelque peu. Alors ça, c'était une rencontre un peu difficile. Sinon, j'ai fait au Chamonceau, le jour où j'étais seul, je faisais du ski et il y avait du brouillard. Donc,
Or, le chemin est facile, il n'y a pas de souci de se perdre. Mais dans le brouillard, avec le vent qui était favorable, je me suis retrouvé nez à nez avec un cerf qui s'est immobilisé devant moi avant de détaler, mais au bout de quelques instants, parce qu'il avait été autant surpris que moi. Et puis sinon, l'une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est en montant seul, en solitaire, donc au Bray-Boucher, dans le Cara, au-dessus de Val-Prévert. Donc, c'est une petite ascension tranquille. Hein, il y a 2 ou 3 pas de 4, et puis le reste, c'est du 2, du 3. Et j'arrive à peut-être 10 mètres du sommet, dans une cheminée, et je vois qu'en face de moi, il y a un bouquetin, un jeune bouquetin, qui a l'intention de descendre par où moi je monte. Et donc, nous sommes restés là, bien peut-être 4 à 5 minutes sans bouger. J'ai eu le temps de le photographier. Et puis, je me suis décidé, bon, maintenant, c'est moi qui vais monter et c'est lui qui va partir. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé. Tu veux dire dans une cheminée, donc tu étais en appui de chacune des deux côtés. Une espèce de couloir, oui, voilà. D'accord. Donc ça, c'est une rencontre Ouais. inoubliable. Alors, j'ai fait aussi une rencontre, mais sans savoir. Je crois que c'était la montagne du Chardon, oui, au-dessus d'Albertville, près du col de Tamier, là. Donc, je montais dans une dalle, d'ailleurs, c'était une calcaire très beau avec des édelweiss un peu partout. Et j'ai mis les mains dans une prise et puis j'ai entendu un grand sifflement. Alors, je l'ai vite retiré, puis j'ai rapproché la main, et puis ça a été encore pareil. Donc, j'ai dû me passer de cette prise. Et puis, les suivants, bien, je leur avais dit, mais ils ont eu la même sensation. Donc, il y avait forcément une bête au fond de cette petite faille, qui était une très belle prise, mais qui nous a été interdite d'usage. Voilà. D'accord. Et pour en revenir un peu au matériel que tu utilisais au début, j'ai vu chez toi un tout petit piolet, je crois, d'un nom italien, que tu as gardé en souvenir. Ah oui, pas un piolet, c'est un marteau. Un marteau, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce matériel, de tes débuts d'escalade? En début d'escalade, en 2007, ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? En 1967, j'ai fait mon premier camp de montagne au CAF avec le responsable du camp, c'était Jacques Kell, et qui m'a beaucoup appris en question d'itinéraire dans la montagne. Donc, je suis parti avec 2 copines faire le pied nord-est du pic sud des Cavales. Et ce sommet était donc une hauteur de 250 mètres, je pense, d'escalade. Je suis parti avec 6 mousquetons en acier, 3 ou 4 clous et mon marteau. Puis une des 2 secondes avait un marteau pour pouvoir déclouter. Et j'avais 2 cordes, dont assemblées, ça me faisait à peu près 20 mètres de rappel. 2 cordes, mais qui n'étaient pas des cordes d'escalade, des cordes marines, qui étaient moins chères. Et donc, j'étais en dehors de tout cadre sécuritaire sur ce type d'équipement. Je n'avais pas encore de baudrier, c'est-à-dire qu'on était assuré à la corde. Mais nous sommes partis, tous les 3, et puis à mi-course, j'ai vu que le temps allait se gâter, qu'on allait avoir la pluie, donc j'ai déclenché le repli, et nous avons dû redescendre avec si peu d'équipement. Nous avons pris beaucoup de temps, mais nous sommes redescendus sains et saufs. Voilà, ça c'était la grande pénurie de matériel. Assez vite, en 68, j'ai commencé à m'équiper correctement. J'avais une corde qui tenait la route. Tu veux dire qu'il y avait une sorte d'insouciance ou c'était comme ça que ça se passait à l'époque? Il y avait une question d'argent et d'insouciance. Oui, puis d'équipement qui n'était pas à la hauteur. Voilà. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté mon matériel, mes mousquetons. Les mousquetons en alu sont arrivés. Il y a eu la ceinture Frendo, qui était quand même plus confortable pour faire de l'artificiel.
Et puis, Et les textiles ont changé aussi? alors, les textiles ont changé beaucoup plus tard. La montagne, je la faisais avec des draps de Bonneval. Bon, ce qui était quand même pas mal pour, C'était de la laine. oui, de la laine très, très, très lourde, surtout quand elle était mouillée. Et ma dernière course, je crois que j'ai fait en Bonneval, c'était en 78, où j'ai fait la traversée de la Meije par mauvais temps. Et, et j'avais mes jambes qui étaient complètement paralysées par ce froid et ce tissu mouillé. On était parti à 3h30 du promontoire et on est arrivé à 11h du soir au refuge de l'Aigle. Et je crois qu'à partir de 9h du soir, sur le glacier, je devais me donner des coups de pied, de piolet sur les jambes pour pouvoir les faire fonctionner. Parce qu'il y avait des crampes de partout. Oui, alors le matériel, d'ailleurs, c'est à cette course-là, je venais la veille ou quelques jours avant acheter un Condor, un marteau un peu merveilleux qui était une espèce de marteau piolet, qui a une très, très, très bonne accroche et qui m'a permis de surmonter, alors quand on a fait la traversée de la Meije avec Paul, le mauvais temps avait plâtré de glace l'ensemble de la paroi et surtout le couloir de remontée de la Bragimondie était entièrement en glace et le câble qui normalement assurait la remontée avait disparu sous la glace. Donc j'ai dû faire comme une cascade de glace avec ce piolet Condor qui nous a sauvés d'un bivouac à cet endroit. Et j'y suis passé et puis ça m'a permis donc, de rejoindre la brèche où là je suis rentré comme dans un canot à neige. La neige soufflait de bas en haut depuis les étançons et les abeilles sont mises à chanter et puis on était donc en situation de danger. Alors, les abeilles, c'est quoi Alors exactement? c'est quand l'orage, c'est le bruit annonciateur de l'orage. Bon, ce qui m'avait un peu rassuré, c'est qu'il faisait très très froid, que à ces températures-là, en général, il n'y a pas d'orage. Donc c'était simplement, voilà, il fallait pas faire gaffe. Il fallait faire gaffe et donc surtout ne pas se précipiter. On est resté encordé, on s'est assuré et on a laissé les abeilles chanter jusqu'au sommet du God de Dieu. D'accord. Et est-ce qu'on se pose pas la question du sens quand on redescend d'une course comme ça difficile avec l'orage, les abeilles, etc. Est-ce qu'on se dit je n'y retournerai jamais ou est-ce que tu peux dire d'une autre manière ça fait partie du risque alpiniste? Alors, ça fait partie du risque alpiniste, et bien d'autres risques, mais cette course a été quand même la dernière grande course que j'ai faite. Mhm. Alors pourquoi? Parce que j'avais quand même 3 enfants qui commençaient à prendre de l'âge. Et, et en fait, c'était un peu la conclusion qu'on avait fait avec Paul de notre dernier camp de montagne. D'accord, Et on n'avait jamais grimpé ensemble, on s'est dit on va faire ça là. d'accord. On n'était peut-être pas forcément prêts pour bâtir, enfin pour prendre une course de ce type avec mauvais temps, mais on s'était dit, eh bien, on commence à grimper un peu, puis on verra. Et aucun des deux n'a pris la décision de s'arrêter. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés au sommet du Grand Pic avec des conditions où déjà on n'avait pas envie de redescendre parce qu'on avait bivouaqué dans la descente. On s'est dit, ben, on fait la traversée. Et puis dans la traversée, on est allé de surprise en surprise. Bon, je m'en suis très bien sorti pour descendre en rappel du bas de Dieu parce que j'ai trouvé exactement les 2 rappels qu'il fallait, alors que je ne connaissais pas la face. Et en plein brouillard, en pleine tempête, avec des blocs de neige durs qui volaient arrachés par le vent, c'était assez fantastique. Et je pense que c'est la plus belle course que j'ai faite. Tu veux dire qu'à ce moment-là, on est entièrement à ce qu'on doit faire, Voilà. mais on n'est pas dans des réflexions philosophiques qu'on a comme on Aucune. va voir ce soir. Aucune réflexion. On fait ce qu'il y a à faire et on jouit de l'instant qui passe. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de la joie? Alors, la joie, c'est, comment dire, il y a 2 types de voix. Il y a les voix qu'on fait pour la première fois et les voix qu'on répète. Les voix qu'on fait pour la première fois, eh bien, il y a cette tension de trouver l'itinéraire, qui est un plaisir extraordinaire pour moi,
Pour d'autres, c'est une angoisse, mais pour moi, c'est ce qui m'a fait grimper. Alors, c'est une joie qui est proche de l'invention, proche de la. Il faut trouver, il faut créer. Voilà. Ce bonheur-là n'existe que s'il y a de l'insécurité. S'il y a de la sécurité, ce bonheur-là disparaît, s'évapore. Après, il y a un autre bonheur qui est celui de grimper dans des voies superbes, comme celle que j'ai souvent faite, la face sud de la Dibona, où après avoir grimpé 20 ou 30 mètres dans la paroi qui en fait 300, le corps a pris sa chaleur, les prises arrivent là où elles doivent arriver, le corps sait exactement les prises qu'il doit prendre, etc. C'est un enchaînement, c'est une jouissance continue, une fête. Rien à voir avec l'autre bonheur, celui d'ouvrir, parce que j'ai aussi fait quelques premières pour me sortir de mauvais pas ou par plaisir. Et c'est deux bonheurs complètement différents. Donc, ce corps, finalement, tu ressens corporellement quelque chose de l'ordre de la joie quand tu grimpes. Oui, et puis il y a. Tu parles d'une danse, tu voilà, parles c'est la d'un chorégraphie, balancement. c'est de la danse. Et cette notion aussi que le corps ne pèse plus, il n'y a plus d'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort. Alors, quelque chose que j'ai découvert plus tard avec la PNL, c'est que en fait, le corps s'accroche à ses souvenirs, et c'est pour ça que les voix se déroulent dans la mémoire, on retrouve les prises, etc. Il y a un ancrage qui fait que, ça m'est arrivé peut-être quand j'ai fait cette voix à 50 ans ou 55 ans, j'étais pas assez entraîné pour la faire. Et 50 ans, ça commence à peser. Et pourtant, au bout de quelques longueurs, je me suis retrouvé quelques 20-30 mètres, comme quand je l'avais fait à l'âge de 20 ans ou de 25 ans. Il y a un bonheur corporel. Bonheur corporel, tout s'enchaîne, etc. Et ça tient jusqu'au moment où on arrive au sommet. Et au moment où on arrive au sommet, ça s'arrête, la tension n'est plus là. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec un âge de 75 ans. J'ai mis 2 heures pour rejoindre le refuge, alors que c'était un chemin, mais j'étais complètement épuisé, j'avais largement dépassé mes capacités physiques du moment, alors qu'ultérieurement, je l'ai refait cette fois à 60 ans, mais en étant entraîné, ça s'est passé sans problème. Mais cette notion d'ancrage mental fait qu'on peut aller bien au-delà de ses capacités tant que l'ancrage tient. Donc, toujours le mental. Oui, le mental joue énormément. Et est-ce que tu as eu à faire justement à ce mental dans des difficultés particulières? Tu m'avais raconté que tu avais été coincé 3 jours dans un refuge. Ah oui, ça c'est à Valo. Avec peut-être peu de provisions. Oui, donc on était parti faire l'enchaînement Bionnassé et Mont-Blanc et redescendre par l'aiguille du Midi. Et donc on est parti faire la phase nord de Bionnassé, la directissime. Aujourd'hui, c'est plus possible tellement les glaciers ont évolué. Et cette directissime, on l'a fait en partant à 1h du matin, je crois, de Tête-Rousse. Et on était 3 cordées de 2. Et on a eu, donc, j'ai fait l'erreur, j'organisais tout et j'ai oublié de prendre la nourriture. Donc, on s'est retrouvés engagés avec l'eau duvet, le quoi bivouaquer, mais sans aucune nourriture. Si peut-être une plaque de chocolat et un bout de saucisson. Et donc, on a fait cette voie. Alors, à 2 heures du matin, j'ai été amené à franchir ma première plaque à neige, plaque à vent. Donc, on a tendu tous nos cordes au maximum pour pouvoir arriver à un ancrage solide de l'autre côté. Et après, on a commencé à grimper cette voie. J'ai dû tailler des marches, mettre des escaliers pour passer des surplombs en glace. Et puis, on est arrivé à midi au sommet. Et là, à midi, on a découvert qu'on n'avait plus de nourriture. Donc, on a partagé le dernier bout de chocolat et de saucisson.
Et ensuite, on s'est retrouvé dans une arête qui fait plusieurs kilomètres, qu'on a gravi sur le fil en étant assis à califourchon pour assurer celui qui est devant. Et en fait, les corniches allaient soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, il fallait que, suivant le cas, qu'on pense se mettre plutôt sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, dans des pentes qui étaient très raides, en glace d'un côté, côté nord, et en glace, en neige pourrie du côté sud. Donc, un cheminement qui a été assez long. Et on est arrivé sur le dôme du Goûter à 5 heures de l'après-midi, en ayant la vision d'une dégradation rapide de la météo, contraire aux prévisions. Et donc, quand j'ai été en vue du refuge Ballot, c'est un abri, hein, en tôle, et j'ai craqué, et je me suis dit, c'est moi dormir dans la neige là, et c'est mes copains qui m'ont soulevé, m'ont aidé à rejoindre le refuge. Mais j'avais eu toute l'attention de guider la course depuis 1 heure du matin à 5 heures du soir, sans avoir réellement mangé quoi que ce soit d'important. Donc là, il y avait donc une faiblesse physique qui te donne envie de dormir. Oui, d'abandon. C'est-à-dire que c'est pas une faiblesse, c'est une perte de réalité, quoi. C'est-à-dire que là, ils t'ont sauvé la vie. Ah oui, je pense, oui. Donc, on peut parler de mental. Quand on oui. Le mental qui, là, a été dépassé par le corps. Le mental, là, il s'est effondré. Pourquoi? Parce que j'étais près du refuge, j'avais fini ma tâche, quoi. D'accord. Et alors, cette idée du refuge, de l'abri, comment il apparaît quand il y a eu une montée aussi difficile? Eh bien, on devait normalement bivouaquer, puis on avait décidé qu'il n'en était pas question, vu que le mot est arrivé, donc on est allé sur cet abri pour dire il y a quand même l'intérieur est entièrement en glace, il n'y a pas de zone chaude là-dedans, c'est une boîte métallique en fer, quoi. Et donc on a subi les assauts pendant 3 jours, durant le temps que j'ai repris encore pas mal. Le temps que je reconstitue mes forces, et le groupe aussi, parce qu'en fait, on récupère quand même assez vite. Et au bout de 3 jours, le mauvais temps étant toujours là, et ben, j'ai décidé qu'on était prêt pour redescendre. Et en redescendant, dans le brouillard, dans le mauvais temps, avec des gestes de précaution pour trouver les bonnes descentes dans le glacier des Grands Mulets, qui est un peu difficile à trouver, on a croisé une équipe de secours qui venait à la recherche d'autres cordées dans les autres phases du Mont Blanc qui avaient été eux aussi pris par le mauvais temps. Et on est arrivé en bas. Donc en croisant une équipe de secours qui ne nous a pas forcément donné de nourriture. Rien, non. Et comment alors, étant donné les difficultés, comment se passait l'ambiance dans le groupe à ce moment-là? Le fait de ton oubli de la nourriture, le fait du mauvais temps et de la fatigue qui s'accroît, comment ça se passe à l'intérieur? Eh bien, on a récupéré, on a dormi. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y avait un groupe qui avait rejoint le refuge et qui, eux, avaient de la nourriture, mais on n'a pas partagé. Ils sont restés dans leur coin et nous dans le nôtre. Et en fait, dans le retour, eux nous ont suivis, mais c'est nous qui avons pris l'initiative de redescendre. Et c'est pour ça qu'ils nous ont suivis. Et il t'est arrivé d'être secouru par hélicoptère en montagne? Oui, une fois, on s'est fait prendre en grand paradis par une très grosse chute de neige. Il tombait plus d'1 mètre de neige dans la nuit. Et donc, on était au refuge et il a été décidé on était une trentaine de personnes, d'être extraits par hélicoptère pour nous faire redescendre dans la vallée, ainsi que les restaurateurs, parce que les refuges là-bas, c'est des vrais hôtels. Et on avait très bien mangé, mais bon, la descente en hélicoptère, ça a été une chute libre d'1 minute pour rejoindre le parking où il y avait des voitures. Donc c'est la fois de ta vie où tu es rentré en hélicoptère. Voilà, c'est la seule fois. Et tu pourrais me parler aussi du fait il y a beaucoup de grimpeurs et d'alpinistes qui partent
de faire des grands sommets comme l'Himalaya, le Népal, l'Everest au Népal et qui partent en Argentine aussi. Est-ce que toi, tu as été tenté de faire ça? Alors, je n'ai jamais été tenté de faire ça parce que je pensais que c'était hors de mes capacités physiques. Mhm. Et je pense que mon corps a dû parler parce que je ne savais pas à l'époque que je n'avais qu'un rein, en fait, qui fonctionnait bien. C'est pour ça que j'avais des temps de récupération un peu difficiles. Puis d'autre part, ce n'était pas compatible avec le risque pris et mes 3 enfants. Et c'est vrai que j'ai été un peu culpabilisé quand mes copains sont partis en Himalaya. Il y en a 2 qui sont restés, alors qu'ils m'avaient demandé de mien. Moi, j'avais dit non parce que c'était pas mon projet de vie, quoi. Mhm. Donc finalement, pas d'envie de grandes choses extérieures Non, pour moi, pour c'était. pas mettre en jeu ta vie de Oui, famille. et puis ma vraie passion, c'était pas de faire des courses pour des grands sommets, c'était pratiquer et c'était aussi enseigner l'alpinisme. Donc une fonction aussi pédagogique. Oui. Et pour en revenir à ce contact avec la nature, est-ce que tu crois que ça, c'est quelque chose qui perdure en ce moment, maintenant, dans ta vie actuelle? Ah, d'être dans la nature, Oui. ah ben oui, c'est. Est-ce Pour que je moi, il y sais que tu a. fais plus d'alpinisme, est-ce que ça Oui, te manque? non, pas du tout, parce que Mhm. chaque fois, ça a été des virages qui sont bien passés. Il y a un temps pour chaque chose. J'ai arrêté l'alpinisme vers 30, 31 ans, 32 ans. Après, j'ai fait de l'alpinisme, mais à un niveau beaucoup plus bas, tout à fait en responsable de groupe et en amenant des gens, mais des débutants sur des courses plus faciles, comme le râteau, comme le. Voilà, pas de grande course exposée. Donc pas de regret sur Pas de regret du tout. cette activité qui était un bonheur, d'après ce que j'ai Après, compris. voilà, parce que le sac était trop lourd à porter, parce que mes genoux avaient souffert. Et puis à un moment donné, j'ai dû complètement m'arrêter parce que j'avais trop mal au genou. Et puis après, avec une rééducation, je me suis remis à pratiquer de la marche, de la randonnée alpine et du ski de montagne jusqu'en 2008 où j'ai pris ma retraite d'encadrant au club alpin. Maintenant, c'est un loisir quotidien. C'est un loisir, voilà, tranquille, avec les moyens dont je dispose pour pouvoir le faire. On a vu tout l'aspect de la beauté de la montagne. Est-ce que les incidences climatiques de réchauffement te, te posent un problème, te donnent une nostalgie? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ces glaciers qui remontent et qui perdent de leur côté étincelant? Disons, la perte d'épaisseur et de longueur des glaciers date depuis que je les ai vus pour la première fois, j'avais 6 ou 7 ans. Mhm. Donc, chaque décade, on a vu les plans disparaître. Alors, le fait d'être allé à Grenoble, puis Grenoble m'a éloigné un peu du terrain de jeu de l'aile froide et du glacier blanc, où je voyais nettement moins l'évolution des glaciers. À Grenoble, ce n'était pas tellement sensible à la Bérarde. Après, les gros changements sont quand même venus dans les dernières 2 décades, oui, 2 décades, les dernières 20 années, où d'un seul coup, les bois se sont retrouvés à démarrer 40 mètres au-dessus du niveau du glacier, ce qui devait donc faire des raccords, en particulier des bois au sud, face sud de la Meije, et bien d'autres encore. De toute façon, la montagne a évolué, l'équipement a évolué, la pratique a évolué, tout est différent. J'ai eu pour moi le bonheur de ne pas avoir, ce qui n'a pas eu mon père, de ne pas avoir à regarder vivre mes enfants dans les conditions d'insécurité dans lesquelles moi j'ai pratiqué la montagne dans les années 65-67.
grâce à un ouvreur de voie, Jean-Michel Cambon, qui a ouvert des voies magnifiques avec une très grande sécurité avec les SPIT, l'escalade est devenue une autre pratique, beaucoup plus ludique. Alors bon, c'est vrai qu'il fallait quand même, dans les années 2008-2010, pratiquer des voies de 500 mètres, par exemple, dans les faces sud du Pelvoux, froide, avec 500 mètres de montée, mais donc 500 mètres de descente, c'est-à-dire enchaîner 10 rappels de 50 mètres avec 1 ou 2 mètres de gras pour joindre 2 rappels, donc avec des cordes limites, et donc une tension, la fatigue, et qui m'ont fait à un moment donné dire stop, j'arrête ce jeu-là, parce que j'ai plus envie de gérer ce stress. Et la dégradation de la montagne du point de vue des glaciers? C'est la vie, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de nostalgie? Non, la nostalgie, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Je dirais que devant, eh ben, quand en 2008, j'ai fait la dernière fois la voie la facile de la Dibona avec mon équipement super léger, mon petit sac cadeau à 400 grammes, mes chaussons. J'ai mis exactement le même temps de parcours, c'est-à-dire 8 heures, que j'avais parcouru à 20 ans, cette voie avec 2 débutants. Et plusieurs kilos sur le dos, je suppose. Et un piolet sur le dos, des grosses, et pas des ballerines d'escalade, des chaussons. Donc, tout évolue et ce qui est aujourd'hui, c'est différent d'avant. Par exemple, un grand changement dans la Vanoise, j'en ai pas trop bénéficié, mais c'est que les faces qui étaient inaccessibles sont devenues maintenant très praticables en ski de haute montagne parce qu'elles sont en meilleures conditions. Et je crois que si on voulait aujourd'hui retrouver, mais ce n'est pas mon but, retrouver les conditions que j'ai connues de haute montagne en juillet dans les années, mettons, 70 à 80, il faudrait sortir en montagne maintenant en juin. On fait maintenant du ski en neige de printemps, des fois en mars, ou même en début février. Donc, tout a changé, tout est différent, et le matériel aussi, et puis le corps aussi. Et donc, ce retour vers le passé, ce regard vers le passé me paraît complètement stérile. C'est rentre aussi dans toute ma philosophie qu'on est fait de tout est éphémère dans la vie et que chaque instant qui compte, c'est le vivre pleinement. D'accord. Et pour revenir à l'alpinisme, est-ce que tu as eu des modèles, des noms, est-ce qu'il y a des noms qui reviennent en toi comme des exemples de belles traversées, de belles voies? Oui, donc il y a déjà Jacques Quel qui m'a apporté d'abord ses conseils en termes d'observation des parois. Il m'a fait vivre aussi une grande peur en ouvrant une première où j'étais second en 65, donc j'étais très jeune, j'étais en première, dans le massif du Verdon, où il y a un piano à queue qui est descendu sur moi et qui s'est heureusement coupé en deux, fracassé en deux et qui est passé chaque côté de moi dans cette voie. Mais sinon, à part ça, il m'a appris beaucoup. Et il a aussi ouvert des voies magnifiques qui sont pour moi, et il les a ouverts à 16 ans, 17 ans. Donc quelque chose qui me paraissait tout à fait conforme à l'idée que je pense qu'on est adulte beaucoup plus tôt on peut être adulte beaucoup plus tôt qu'à l'âge de la majorité. Et il a fait preuve de maturité extraordinaire en ouvrant la traversée sans retour que j'ai fait 2 fois, la voie des futurs roulants que j'ai fait 2 fois aussi dans les calanques de Marseille, des voies absolument fantastiques. Et puis donc la façue des 3 dents du Pelvoux, c'était direct, où j'ai été coincé par le mauvais temps à 200 mètres du sommet. On a dû redescendre en 72
en rappel. La Voiquelle au pilier nord-est des Bancs. Voilà, donc ça, c'est un souvenir d'une personne qui m'a beaucoup apporté. Il y a aussi les grimpeurs du moment, quand j'étais à Marseille, entre 65 et 67. Donc Robert Mondin, Claude Duillet, qui faisait partie de notre groupe. Enfin, je faisais partie de leur groupe, plus exactement. Et Robert, qui était en première quand moi j'étais en terminale. Donc lui était en seconde, moi j'étais en première, je me suis inscrit au CAF. Qui m'a fait découvrir l'alpinisme et surtout l'escalade par tous les temps. Et il m'a fait grimper de nuit, il m'a amené à faire du solo de nuit dans les voies de la Calanque et autres voies dans la Saphir. Voilà, donc ça, d'excellents souvenirs de ces jeunes qui qui ont tous fini guide, hein, en fait, dans notre montagne. Et toi, ça aurait été une chose qui t'aurait intéressé d'être guide de haute montagne? Alors, ça a été une grosse discussion dans ma tête entre faire maths sup pour faire école d'ingénieur ou faire guide de haute montagne, comme mes copains. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas mettre tous les œufs dans le même panier, que si je voulais faire à la fois du dessin industriel et ce qui me passionnait et de la montagne, ben, il fallait que je n'ai pas qu'une corde, mais deux cordes. Et donc, j'ai choisi d'abandonner mes copains, d'aller à Strasbourg, de m'exiler à Strasbourg, où là, j'ai découvert une autre façon de faire la montagne, puisque je suis devenu de facto responsable d'un groupe de GUMS, et qui a, au lieu d'être second couteau à Marseille, j'étais le premier leader à Strasbourg, voilà. Mais aussi responsable. Ce qui fait que de 68 à 69 exactement, jusqu'en 81, je n'ai jamais eu de vacances, à proprement dit, puisque quand je quittais mon job, j'allais faire la montagne, et que la montagne, c'était une autre responsabilité bien plus lourde que celle de mon job. D'accord. Et si on devait résumer en 3 mots qui seraient importants pour toi sur la pratique de la montagne, ils seraient lesquels? 3 mots, c'est enfin, je ne saurais pas dire en 3 mots, mais je dirais que ce qui est essentiel pour moi, c'est la trace. Que ce soit l'hiver ou l'été, que l'on laisse, que le sommet n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la trace, c'est la progression, c'est l'orientation. Mais ce sera le mot de la fin.